Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission Sur la Brèche. Sur la Brèche ce soir, Monsieur Eddy Kombouego, président du Congrès pour la démocratie et le progrès et chef de file de l'opposition. Bonsoir, Monsieur Kombouego. Bonsoir. Et merci de venir une fois de plus sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Alors, Monsieur le Président, la dernière fois que vous étiez sur ce plateau, vous étiez candidat à l'élection présidentielle et président du CDP, bien sûr, mais vous n'étiez pas encore chef de file de l'opposition. C'est l'occasion pour nous de revenir un peu sur les élections qui se sont déroulées donc en novembre plutôt 2020. Monsieur le Président, vous aviez pour ambition de devenir président du Faso. Aujourd'hui, vous n'êtes pas président du Faso. Les législatives, 20 députés, vous êtes chef de file de l'opposition. 15% des voix pour la présidentielle. Alors, avec le recul aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait ou vous gardez un goût d'échec après ces élections? Vous êtes sûr que vous voulez revenir sur les élections de fin 2 novembre? Absolument. Vous voulez la vérité? Si, si. Quand vous entendez des chiffres, 15%, 20 députés tout rond, 90 députés, la majorité, 12 députés, pour faire 102, et qu'en réalité, on regarde, il faut 102 députés pour faire passer, modifier la Constitution. On a le droit de se poser des questions. A-t-on servi des résultats ou a-t-on dit la vérité des urnes? Je veux que nous avancions parce que nous avons choisi expressement de ne plus revenir sur la question. On s'est longuement expliqué. Le chef de file de l'opposition, même en tête, avait contesté ces résultats. Vous parlez du chef de file de l'opposition de l'époque, à l'époque, M. Zéphirin Diabré. Sur la demande des observateurs et des partenaires techniques, pas financiers. Je veux parler des Nations Unies, je veux parler de l'Union africaine, de la francophonie, de la CEDEAO, du SINSAD. Nous avons accepté ne pas contester, appeler les gens dans les rues. Mais nous invitons tous les partenaires à faire en sorte que la prochaine fois, le code électoral soit strictement respecté. On n'a pas besoin de faire des élections et courir derrière les candidats pour leur dire, supplier d'accepter des résultats. On a besoin d'asseoir une démocratie de confiance en appliquant les statuts et les textes, le règlement intérieur, ou plutôt le code électoral. Est-ce que vous pensez que vous auriez dû avoir plus de suffrages? Vous savez bien que ce n'est pas que je pense. Vous le savez même en le disant dans votre sourire, vous êtes certain pas du tout, monsieur le Président. Nous avons eu plus. On nous a servi 20 députés. J'ai dit ça et je ne souhaite pas polémiquer là-dessus parce que nous sommes positifs. On regarde devant. On va construire avec l'avenir du Burkina, avec les Burkinabés, dans la confiance, avec une démocratie de confiance. Mais est-ce que vous avez fait aujourd'hui le point au niveau du CDP, au niveau du Congrès pour la démocratie et le progrès, pour analyser aujourd'hui ces résultats-là et puis vous projeter sur l'avenir? Oui, mais à l'analyse, est-ce que stratégiquement, il n'y a pas eu des choses peut-être que vous auriez dû faire autrement? Oui, bien sûr, mais si vous faites une élection et vous écrivez que vous devez faire une compilation manuelle avant de faire une compilation par électronique, il y a 90% des CCCR qui n'ont pas de compilation manuelle, vous voyez que ça peut entacher d'une manière significative les résultats. Mais moi, je suis expert comptable. Lorsque dans tout processus, opération, vous avez des règles à suivre, que vous ne suivez pas ces règles et que ça a une incidence et ça entache d'une manière significative les résultats. Mais ce n'est pas ce que les observateurs ont dit, Monsieur le Président. On conteste, on rejette les résultats, on ne prend pas acte. Je vous ai dit que nous avons une intelligence pour l'intérêt supérieur de la nation pour cette fois-ci. Avançons, monsieur. Les observateurs n'ont pas le même point de vue. Que ce soit les observateurs, la CODEL, que ce soit les observateurs internationaux, ils ont estimé quand même que ces résultats-là, quand bien même il y a eu des difficultés au niveau de la CENI dans l'organisation, ça n'a pas eu d'incidence. En tout cas, c'est leur avis. Votre avis, c'est lequel? Bon, je n'ai pas d'avis, je suis pas observateur. Sans qu'il y ait une plainte, un recours
sur les élections présidentielles, le Conseil constitutionnel a cru bon d'annuler 200 bureaux de vote. Tout rond. Encore un chiffre rond. Vous avez des problèmes avec les chiffres ronds? Non, moi je suis auditeur. Les chiffres ronds sont le plus souvent faux quand vous êtes en audit. Demandez à n'importe qui. Parce que ça vient comme ça, on met un chiffre rond. Il ne savent pas que celui qui contrôle, c'est très rarement que les chiffres tombent tout ronds. Lorsque vous êtes dans les opérations, vous avez 21 000 bureaux de vote, les 200 bureaux de vote sont annulés. Pourquoi? Sans dire donner des raisons. Sans qu'il n'y ait un recours de qui que ce soit. Deuxièmement, vous regardez au niveau de législatif, 289 bureaux de vote annulés. Là, il y a des recours. Là, le CDP a fait des recours et d'autres partis politiques. Mais le CDP a utilisé une méthode juridique acceptée par tous. Nous avons envoyé des huissiers à la CENI, contrôler les résultats. Et nous avons fait constater par les huissiers les irrégularités. Nous avons fait un dossier dans 10 circonscriptions que nous avons remis à la CENI en demandant, au Conseil en demandant que la vérité des urnes soit dite. Le Conseil constitutionnel a reçu nos plaintes à la forme, en a rejeté au fond, comme étant mal fondé. Lorsqu'un huissier, il y a un problème dans la société, qu'est-ce qu'on se dit? Il faut envoyer constater par un huissier. Par un huissier. Si le constat d'un huissier n'est plus une preuve, eh bien nous ne saurons plus comment aller constater une irrégularité. C'est pourquoi nous disons que mais le constat des huissiers n'est pas un verdict, monsieur le Président. Non, c'est soumis quand même à l'analyse. Le constat des huissiers, c'est la preuve matérielle de l'irrégularité qui leur est soumise. Ils ont annulé 289 bureaux de vote. Après qu'on ait critiqué que 200 bureaux de vote à la présidentielle nous paraît tout rond. Ils ont ajouté 9. Mais moi, je fais un petit calcul. 289 bureaux de vote, ça fait théoriquement 144 500 voix, à raison de 500 par bureau de vote. Et si nous disons que c'est 50% de taux de participation, ça fait 72 250 voix. 72 250 voix. On ne vous dit pas dans quelle circonscription on a annulé ces bureaux de vote. Nous savons également que des députés ont été votés, élus à raison de 950 000 voix. On a ici 72 250 voix annulées au minimum ou 144 500 voix annulées au maximum. Sans qu'on ne dise dans telle ou telle circonscription, nous avions donné un député au CDP, ce n'est plus un député du CDP, c'est un député de l'ADF-RDA. Nous avions donné un député au Quand vous dites que nous avons donné, c'est la CENI qui donne. Eh bien voilà. Le président, vous voyez des complots partout, monsieur le président. Non, je ne vois des complots nulle part. Je ne fais que dire la vérité, que vous deviez, en tant que professionnel journaliste, nous suivre pour que ce qui se passe, ne se passe plus. Parce que le danger d'une telle situation, c'est que les gens se retrouvent dans les rues et que l'on collecte encore des vies. Mais combien de vies faut-il supprimer pour amener la démocratie? Nous ne sommes pas dans ce sens-là. Nous ne souhaitons pas avoir un pouvoir de sang. Nous pouvons avoir un pouvoir démocratiquement et par la voie des urnes. Donc je vous reviens en disant, nous sommes étonnés qu'on annule autant sans qu'il n'y ait inversion. Tout en sachant que des députés ont été élus à 950 voix. C'est ce que nous avons reproché au processus. Maintenant, nous regardons l'avenir avec beaucoup de sérénité, en nous inscrivant dans la voie du dialogue politique, comme le président Faso l'a dit, et que nous pensons que aujourd'hui nous avons un autre ministre d'État. Nous travaillons à ce que cela soit rectifié. Et maintenant, nous prendrons les observateurs qui poursuivent le pardon. Moi je ne suis pas là pour faire pardon. Moi je suis là pour demander la vérité des urnes. Et pour la prochaine fois, qu'il n'ait pas besoin de venir me voir pour dire de me faire pardon, mais qu'ils disent la vérité des urnes et ils voient que je vais
maliens. Mais vous parlez de dialogue, c'était déjà le cas, parce que le processus a été inclusif. Beaucoup d'observateurs l'ont reconnu jusqu'aux élections de novembre passé. Le processus n'est pas inclusif. Et je vais vous dire pourquoi il n'est pas inclusif. Dès l'enrôlement, nous l'avons dit, il faut accepter la carte consulaire comme document de votation qui, par ailleurs, avait été conçu pour cela également. L'exposé des motifs craignant la carte consulaire dit expressément qu'elle servirait de carte d'électeur, qui est plus sécurisée que la carte d'identité que nous avons. Moi, ce n'est pas moi qui le dis, je lis, ce sont des textes que vous pouvez constater. Lorsqu'on n'a pas utilisé la carte consulaire, on s'est dit qu'on allait confectionner des cartes d'identité pour nos compatriotes qui sont à l'extérieur. Je parle de la carte consulaire biométrique de Côte d'Ivoire, où nous avons un grand nombre de communautés et de compatriotes là-bas. Malheureusement, on n'a pas dit, puisque vous avez une carte consulaire, on vous fait une carte d'identité. Ils sont repartis, recensés ce qu'ils souhaitaient, et puis ils ont confectionné des cartes d'identité sur la base de casier judiciaire ou de certificat de nationalité, on n'avait pas le droit de faire sur le territoire ivoirien. Conséquence, déjà sur 2 500 000 Burkinabés attendus, on n'a pu enrôler que 23 000, soit moins de 1%. C'est déjà une exclusion. Et l'exclusion vient déjà de là. Donc ce n'est pas une élection inclusive. Si vous excluez plus de mais le dialogue politique était inclusif. Je veux dire, le fil du dialogue n'a jamais été rompu jusqu'aux élections. On parle pas et toutes les étapes ont été validées. Le fil du dialogue et le fichier électoral a été audité et les experts sont venus. On a vu le CEFOP qui était là à l'époque. Ne me faites pas rigoler. Le fil du dialogue a été instauré pour que l'on puisse dénoncer tout cela. Mais ça a été dénoncé par l'opposition. Quand vous vous amenez les résultats, vous voyez que vous avez dépensé 30 milliards de francs CFA pour enrôler 23 000 personnes. Il ne faut pas vous foutre de la population. Il faut respecter les Burkinabés. Je n'ai jamais vu nulle part dans le monde où on gaspille autant d'argent parce qu'on veut faire des élections. C'est devenu un marché pour eux. C'était une première quand même, le vote des Burkinabés de l'étranger. Et non une volonté d'amener les Burkinabés de l'étranger de voter. Si c'était parce que c'est une première, ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas parce que nous avons une première qu'il faut aller enrôler moins de 1% pour dire que c'est une première. Voyez-vous, c'est un peu la lâcheté, l'insuffisance des hommes, des intellectuels qui organisent ce genre de choses. Je ne peux pas accepter cela. Donc, je vous dis que ces élections n'ont pas été inclusives et on peut aller étape par étape et vous allez vous rendre compte qu'il y en a qui ont été exclus. Et nous ne sommes pas de ceux qui excluent. Nous avons nous-mêmes été exclus. Vous avez vu les conséquences après l'exclusion de 2015 et tout ce que nous avons pu subir et nous continuons de subir aujourd'hui. Donc, Monsieur le Président, alors on sait qu'avant les élections de novembre dernier, donc, le CDP a traversé une zone de turbulence. Des crises qui ont entraîné beaucoup de départs. Certains de vos camarades ont quitté le navire. Alors après les élections aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la tempête est derrière vous? Non, je pense que c'est une vie normale d'un parti. Vous savez, mais je me dis qu'il faut que tout le monde tire leçon des événements des 30 et 31. Au-delà de la modification de l'article 37, il y avait un problème générationnel, un problème de transfert de pouvoir, un problème d'intellectuel, de classement, de démocratie interne. Je pense que l'absence de préparation des uns et des autres dans notre parti pour transmettre le pouvoir ou la direction du parti à telle ou telle personne a suscité des ambitions et des débats internes. Nous avons pu contenir, contrairement à ce que vous avez cru. On a dit que le CDP allait exploser, le CDP allait faire ci, ou allait faire ça. Ceux qui sont partis et qui ont constitué leur parti parce qu'ils pensaient que c'était ça la solution, je pense que les résultats des élections nous situent davantage. Ceux qui sont restés en croyant réellement qu'on allait avoir le pouvoir, ils ont raison parce qu'ils savent que le CDP demeure la première force politique du Burkina.
Maintenant, avançons. Donc vous êtes un président qui n'a plus le sommeil troublé par... Je n'ai jamais eu un sommeil troublé par qui que ce soit. Vous savez, ceux qui prennent la politique comme une fin en soi ont peut-être ce problème. Moi, je pense que c'est un moyen de servir son peuple. Je peux le servir là où partout, je peux être utile à la société et à mon peuple. C'est ça qui est essentiel. Il y en a qui pensent qu'on vient en politique pour s'enrichir, pour se faire du fric. Ils se trompent éperdument. Ils se trompent éperdument. Je dis, un homme aussi simple, comme Gbagbo disait que si vous voulez être riche, ne soyez pas journaliste, ne venez pas en politique. Il a raison. Il a tout à fait raison. Nous ne sommes pas venus en politique pour chercher des ressources. Nous sommes venus pour servir le peuple burkinabé. Monsieur le Président, vous n'avez pas donc été élu président du Faso. Aujourd'hui, vous êtes chef de file de l'opposition, comme je l'ai dit. Est-ce que, finalement, vous êtes satisfait de ce costume de chef de file de l'opposition? J'ai l'impression que vous plaisez à dire, rappeler que je n'ai pas été élu chef de l'État. Mais c'est vrai, je n'ai pas été proclamé chef de l'État et je n'ai pas été élu. Nuance et différence. Continuons. Je suis chef de file de l'opposition. Vous étiez là quand je prenais fonction. J'ai dit, malgré tout, nous acceptons d'assumer, de porter le costume de chef de file de l'opposition pour donner un peu de la valeur et de contenu à notre démocratie. Allons-y. Monsieur le Président, vous le dites si bien, donc vous assumez ce costume de chef de file de l'opposition. Mais après les élections, ce qu'on a remarqué, donc, c'est une recomposition de l'échiquier politique avec beaucoup de mouvements. Beaucoup de partis d'opposition ont rejoint la majorité. L'ancien chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, est aujourd'hui dans la majorité. On a l'impression que vous êtes le chef de file d'une opposition réduite à sa plus simple expression. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez, Monsieur le Président? Non, pas du tout. Une opposition est une opposition. L'opposition, ce n'est pas le nombre. L'opposition, c'est la qualité. Et avec nos 20 députés de parti du CDP, les 5 autres députés, les 2 autres partis formant l'opposition, je pense que c'est suffisant. Avec le niveau d'instruction, le niveau d'appréhension des questions de développement. Donc, le Premier ministre est passé par les questions que nous avons posées. Ça a déjà révélé de quelle opposition vous aurez à faire pendant les 5 années à venir. Donc, moi, je ne me sens pas seul, parce que le CDP seul aurait mené une opposition qui ne se serait même pas gêné. Mais écoutez, le CDP est certain qu'il est un parti fort et qu'il est le premier parti du Burkina. Je vous l'ai dit et je vous le redis. Le CDP est le seul parti qui est implanté dans les 45 provinces, dans les 368 communes et arrondissements, dans les 9567 villages que compte le Burkina. La base est là. C'est la force du CDP. C'est vrai. L'opposition, les gens pensent que c'est difficile de vivre l'opposition. Ils font une vague pour aller à la majorité. Ma mémoire est bonne, le ministère de l'administration territoriale nous a dit qu'il y a 99 partis qui sont à la majorité. Qui composent la majorité. Et encore faut-il avoir des postes pour ces partis qui ont migré. Vous pensez qu'ils sont partis pour des postes? Mais évidemment, vous savez, il y a des partis même qui ne remplissent pas des boîtes d'allumettes qui y sont. Donc ça ne nous fait pas peur. Donc nous pensons qu'un parti doit être fort, un parti doit être structuré. Les partis communaux ou provinciaux ne nous intéressent pas beaucoup. Mais lorsqu'on a un parti, qu'on a un souci de servir son peuple, on va vers les autres. On va s'unir, on va grossir, on laisse tomber l'ambition personnelle par l'ambition collective. Mais ces élections, quand même, ont consacré une majorité très forte aujourd'hui. Et puis, comme je le disais, une opposition qui pèse très peu. Je vous ai dit que les verdicts servis à donner des chiffres ronds. 25
à la majorité, à l'opposition, 20-25, voyez-vous. 90 à une majorité qui était normale. Mais une majorité composite avec des droites, des partis de droite, comme l'UPC qui est rentré avec 12 députés, ça fait 102. Et c'est ces 102 qu'il faut pour modifier une constitution. Nous les voyons venir. Vous pensez que la majorité veut modifier la constitution? Nous sommes calmes au moment venu. S'ils ont le courage, qui posent le problème sur le dossier, ils entendront l'opposition s'exprimer. Vous pensez à quel type de modification, par exemple? Tant que ce seraient des réformes qui défendent l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt du peuple burkinabé, nous accompagnerons. Mais tant que ce sont des modifications pour des intérêts purement égoïstes et pour desservir le peuple burkinabé, nous lèverons la voix et nous donnerons la voix. Vous redoutez quoi? Vous avez Nous parlé... n'avons absolument rien à redouter. Nous regardons que on ne nous a pas servi la vérité des urnes, je vous l'ai dit tantôt. Nous avons vu la répartition, nous avons accepté outre mesure. C'est pourquoi je ne souhaite pas m'attarder là-dessus. Mais vous soupçonnez des intentions telles que vous le dites. Regardons les choses. Ah, ce n'est pas moi qui le dis. Vous savez qu'il y a une constitution qui devait être adoptée au premier mandat du président Roch-Marc Christian Kaboré. Et pourquoi il n'a pas été adopté? Et il va être adopté à ce mandat. C'est une promesse de campagne. C'est lui qui l'a dit. Donc il n'y a pas de suspicion. On le voit venir. Vous pensez qu'il passe à un troisième mandat, par exemple? Libre à lui de penser. Nous avons une constitution qu'il faut respecter. Mais il nous a dit dès le premier discours, je pense que c'était en début janvier ou en fin décembre, début janvier, il entame le premier jour de son dernier mandat. Ce message ne nous est pas adressé. Ce message est adressé aux militants de son parti et de la majorité. Parce que nous, il n'y a rien à nous démontrer. Il doit partir. Donc, mais ceux qui viennent l'emmerder pour dire chef, il n'y a que vous qui êtes chef, vous devez rester parce que nous n'avons pas fini de chantier, il met en garde. Je pense que s'il va dans ce sens, il sera soutenu par Eddy Komboïgo. Mais s'il venait à se laisser envahir et puis... Vous pensez qu'il y a des gens qui veulent pousser le président à franchir le Rubicon? Mais c'est partout, je ne pense pas, c'est partout. La politique également, c'est des intérêts. Les gens qui se disent, si Roch part, qu'est-ce que nous on sera? Vous ne mourrez pas. Et si le CDP revient au pouvoir, qu'est-ce qu'on sera? Mais on ne vous fera absolument rien. On continuera à diriger le pays et puis le soleil va se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Avez-vous été surpris quand même par tous ces mouvements? Notamment par exemple l'UPC qui a rejoint la majorité. Est-ce que ça vous a surpris? Parce que vous étiez deux baobabs dans l'opposition. C'est ce que le président Zéphirin Diabré à l'époque a dit. Oui. Aujourd'hui, vous êtes tout seul. Le président Diabré n'a pas demandé ma position avant d'aller à la majorité. Donc, je suis. Mais nous constatons seulement qu'en politique, ce n'est pas forcément le choix de la direction que la base suit. La base est quand même un peu plus mature, qui peut se dire, mais ici, il y a un jeu d'intérêt. À la place de Zéphirin Diabré, je ne serais pas allé. Écoutez-moi bien. Si tant est vrai que la recherche, sa migration vers la majorité, c'est la recherche, la réconciliation que nous souhaitons tous, j'aurais attendu à l'opposition et demandé à ce que le forum me hisse comme premier responsable de la réconciliation. À ce moment, ce serait consensuel. Il aurait été un insurgé, et puis il est de l'opposition, il va à une réconciliation, c'est sans intérêt personnel et égoïste. Maintenant, on peut dire, ah mais tiens, il est parti là-bas, c'est parce qu'on lui a proposé un poste qu'il accepte. Et ce sont des supputations. Il peut être de bonne foi, mais vous ne pouvez pas chasser ces supputations. C'est
Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il a... que je n'ai pas, je ne partage pas, mais il est libre Est-ce qu'il a de le choisir. bon profil aujourd'hui pour mener la réconciliation? Ce n'est pas à moi de le juger, c'est sur le terrain, au pied du mur que l'on va voir. Et je pense que nous devons le recevoir mardi prochain, au niveau du cadre de concertation du chef de file de l'opposition. Il viendra nous exposer la stratégie de réconciliation. Parce que nous savons déjà que quand il était de l'opposition, nous avions conçu une stratégie qui faisait partie qui était l'objet d'un mémorandum que nous avons remis au président Kaboré. Est-ce que c'est ce mémorandum qui sera mis en place? Est-ce qu'il sera retouché? Nous ne savons pas. Nous attendons qu'il vienne nous exposer. En tout cas, moi, en tant que chef de file de l'opposition, mes portes sont ouvertes, allant dans le sens de l'intérêt supérieur de la nation qui, tant vers cette réconciliation, va cicatriser les plaies et nous amener à construire une nation forte, unie et pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, vous l'avez dit, le débat se pose. Quelle est la formule pour aller à la réconciliation nationale? On voit que le président Zéphirin Djabré consulte à tout va, tous les camps, il reçoit beaucoup, il concerte beaucoup. Pour vous, aujourd'hui, quelle est la meilleure formule pour aller à la réconciliation en tant que président du CIFOP? Mais nous n'avons pas une méthode, une formule magique. Et puis, semble-t-il, le peuple ne nous a pas choisis pour diriger ce pays. Nous allons laisser la méthode à ceux à qui il nous a paru que le Conseil constitutionnel a dit qu'ils doivent diriger le pays dans 5 ans et qui ont pris l'engagement d'organiser une réconciliation. Si on nous demandait notre avis, ce serait plutôt dans un cadre plus renfermé, plus négocié, parce que notre stratégie, c'est de trouver un consensus. Si nous l'exposons ici, déjà, nous n'aurions pas respecté celui-là même qui vient vers nous pour expliquer sa stratégie de réconciliation. Mais soyez rassurés que dans notre démarche, comme je vous l'ai dit, ça sera la défense de l'intérêt supérieur de la nation et ça va garantir le vivre ensemble. Vérité, justice, réconciliation? Ça veut dire? Parce que c'est ça, c'est le triptyque aujourd'hui que beaucoup en tout cas brandissent. Oui. La vérité, la justice, avant la réconciliation. Bien sûr. Est-ce que vous partagez ce processus-là? Bien sûr. Pourquoi on ne va pas partager ce processus? Vérité, justice et réconciliation, mais si vous dites vérité, vérité pour tout le monde doit dire la vérité. Si vous dites justice, tout le monde doit être jugé. Non, tous ceux bien sûr qui ont des dossiers en justice. Ah, il y en a qui ont des dossiers en justice ou qui ont des dossiers qui peuvent avoir des demandes conventionnelles. Suivez mon regard. Nous venons d'une insurrection. Une insurrection où aujourd'hui les anciens ministres de l'ancien régime ont été auditionnés et on ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas jugés. Parce que la haute cour n'était pas non, parce que l'on se rend fonctionnelle. compte tout simplement qu'après instruction, ceux que l'on poursuivait vont s'en sortir non coupables et que s'ils faisaient une demande conventionnelle, c'est ceux que l'on a présentés comme les héros d'hier qui seront les coupables d'une infraction réelle, parce que conquérir le pouvoir par la voie des urnes, de la rue, est non illégal. Brûler l'Assemblée nationale est illégal, les institutions publiques, les institutions privées. Et ce n'est pas moi qui le dis, il y en a qui se sont assis pour dire c'est nous qui avons planifié, ce n'est pas moi qui ai pris le drapeau, ce n'est pas moi qui ai pris le maillet. Et pareil, là, il peut vous le dire. Et qui a fait quoi? Et si on faisait une demande conventionnelle, on risque de condamner tout cela. Est-ce que nous allons continuer dans cet esprit de recherche et de vengeance? Parce qu'on dit justice. Si oui, allons-y. Moi, en tout cas, j'ai connu ma quote-part, j'ai pris ma quote-part, j'ai pris 4 mois, 8 jours de prison. Je suis sorti blanchi 2 ans après. Je n'ai pas gouverné sous le régime Blaise Compaoré. Je n'ai pas été l'œil, l'oreille ou le nez de Blaise Compaoré. Ceux qui l'ont été, vous les connaissez bien. C'est Roch-Marc Christian Kaboré, c'est Simon Compaoré, c'est le regretté Salifou Diallo, paix à son âme, et puis d'autres personnes qui étaient autour de lui. Donc
si vous voulez une justice pour tous, allons-y. Mais moi, je pense... De votre point de vue, certains, par exemple, comme Maître Lidou, disent qu'il faut explorer, par exemple, la justice transitionnelle. Mais oui, il n'y en a pas que lui, nous l'avons déjà dit. On peut le faire, parce que nous avons constaté que la justice classique prend du temps. Et la méthode dans le pénal, vous savez, ce n'est pas toujours évident que l'on, pour ce qui concerne les crimes de sang, et même tout crime, parce que tout ce qui est pénal, il y a un process, une procédure judiciaire, d'enquête, de recherche de l'infraction, de recherche du coupable. Et nous sommes dans un pays démocratique où dans la tête de l'accusé et de son avocat, ils savent que le doute leur profite. Et de l'autre côté, la victime ou l'avocat de la victime cherche à charger. Les autres cherchent à mettre le moindre doute dans la tête du juge et parfois on dit qu'ils ne sont pas coupables. Nous avons vu le jugement tout dernier de Laurent Gbagbo 10 ans après et de Blé Goudé. Ils ont dit qu'ils sont innocents. À la CPI. Voilà. Personne ne s'attendait à un tel jugement, voyez-vous. Mais 10 ans de leur vie en prison. Est-ce que nous continuons dans cela? Si nous avons des dossiers emblématiques qui ont commencé depuis 2 décennies, qui n'ont pas trouvé de solution, qui avaient trouvé des solutions, un non-lieu où on a dit non, ceux qui étaient là, qui ont décidé d'un non-lieu, il faut ouvrir le dossier. On a ouvert le dossier. Prenez le dossier Thomas Sankara, on a exhumé le corps, on a fait des analyses, des ceci, des cela. Et puis, 5-6 ans après, on n'est pas encore avancé, même si on attend très bientôt l'inculpation et l'ouverture du dossier. Mais ça veut dire que entre les inculpations, la planification, le jugement, le temps, il faut cela pour que l'on puisse dire après qu'on va se réconcilier. Donc pour vous, si tel est le cas, pour vous, pas de justice classique qui puisse se peut-être permettre... que c'est au moment où je serai au pouvoir en 2025 que nous allons nous réconcilier. Mais je dis tout simplement qu'il faut que les Burkinabés transcendent. C'est vrai, il y en a qui ont été blessés. C'est vrai, il y en a qui ont été frustrés, écrasés. C'est vrai, il faut le reconnaître. Et ça, c'est notre société. Même dans une famille, ça existe. Dans un État, ça existe. Je ne suis pas un nihiliste, mais nous devons trouver les forces en nous-mêmes pour avancer. Vous savez, parce que je viens du secteur privé. Vous voulez qu'on passe tout cela par pertes et profits? Je n'ai pas dit cela. Il faut se parler, il faut se pardonner. Se passer par perte de profit, de laisser la cicatrice, la plaie là-bas, et on se regarde chaque fois que vous me voyez, vous avez le cœur qui gonfle. Mais je ne m'en rends même pas compte que vous avez le cœur qui gonfle, que vous êtes haineux, que vous avez une haine que vous nourrissez contre moi. Mais la haine va d'abord vous supprimer avant que je ne me rende compte que vous avez une haine contre moi. Et si les Burkinabés se regardent en chaîne de faïence, c'est bien que les Burkinabés se parlent. Mais il n'y a pas que l'aspect politique. Comme vous savez déjà qu'il y a l'aspect groupe ethnique, ce qui s'est passé à Yirgou, à Ban, quand est-ce qu'on attrape tous ceux qui ont posé ces actes odieux? Quand est-ce qu'on a fait des enquêtes? Quand est-ce qu'on les juge selon la justice classique? Avant qu'on aille à la réconciliation. Et surtout cela, nous avons besoin de reconstruire un vivre ensemble dans ces zones-là. Le parent, par exemple, a donné une conférence de presse cette semaine, parce qu'il y a juste 2 jours de cela, et estimait, par exemple, que le président Compaoré doit être jugé, mais pas humilié. Il faut leur demander. Moi, je termine d'abord. C'est pourquoi je pense qu'il faut que l'on transcende. On utilise vraiment la justice transitionnelle. Ce n'est pas aujourd'hui que le CDP parle de justice transitionnelle. Nous avons parlé de justice transitionnelle. Le HCROUN est parti dans le même sens, justice transitionnelle. La CODER a parlé de justice transitionnelle. Même le CEFOP, le cadre de concertation, dirigé par Zéphirin Diabré, avait parlé de justice transitionnelle. Parce que ce n'est pas tout que l'on peut élucider, juger. Et même quand on tranche, il y a quelqu'un qui peut toujours dire qu'il n'est pas content.
Alors, si on peut utiliser des voies traditionnelles d'approche, de contact, de reconnaissance, et qui apaisent les cœurs et cicatrisent les plaies, eh bien, tant mieux. C'est ce que nous prônons. Maintenant, par rapport à la déclaration, vous avez dit qu'ils ont dit... Les parents, ils ont estimé que, par exemple, le président Compaoré doit être jugé, mais pas humilié. Il faut qu'il s'explique. Qu'est-ce que ça veut dire juger et pas humilié? Certainement une forme de procès où, voilà, on reconnaît quand même... Ça veut dire qu'ils connaissent, ils savent qu'il y a un risque. Ils savent qu'il y a des gens qui sont derrière, qui utilisent l'appareil judiciaire pour humilier les autres. Moi, je pense que l'appareil judiciaire est un appareil auto-indépendant qu'il faut respecter. La justice ne doit pas être un outil d'humiliation. Déjà penser que l'appareil judiciaire peut être utilisé, ça veut dire qu'ils travaillent en bas et tentent d'humilier certains, comme ils l'ont fait chez moi. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Avoir fait la prison, ça me fait quoi? Non, ça me fait absolument rien parce que j'ai intégré ça dans ma vie en tant qu'homme d'affaires. Et je suis marié sous le régime de séparation des biens. Ça veut dire que j'avais déjà intégré des choses dans ma tête. Mais faire la prison pour d'autres, c'est également être humilié. Mais je ne suis pas un voleur de coq. Et on me reproche d'avoir sorti 3 milliards pour financer un coup d'État. Et après on dit ce n'est pas vrai, il n'a pas sorti 3 milliards pour financer un coup d'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on m'a humilié, on ne va pas humilier? Il faut éviter que ce pouvoir en place, et le gouvernement, Roch-Marc Christian Kaboré, ou le gouvernement d'Abiré, manipule les juges qui ont des dossiers en main. Mais les juges aujourd'hui sont indépendants, ça quand même... Mais oui, mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est un parti de la majorité qui dit qu'il faut... Il faut le juger, mais pas l'humilier. Il faut qu'il vienne s'expliquer. Et c'est eux pour humilier quelqu'un dans un jugement, ça veut dire qu'on va sur la base subjective et non objective. Ça veut dire qu'ils ont des méthodes. Ce sont ces méthodes-là que nous-mêmes nous combattons, cette majorité. C'est pas forcément cela. Ça, c'est votre point de vue, monsieur le Président. Vous avez peur de quoi? Quand on dit que vous avez donné la perche à M. Koboïgo de dire la vérité aux parents ou à un parti de la majorité? Non. Si c'est leur pratique, qu'ils arrêtent immédiatement. Rien ne vous arrivera, je me porte garant. Ne vous inquiétez pas, monsieur le Président. Non, je veux vous rassurer que rien ne vous arrivera, alors, je me porte garant. Alors, reprise du dialogue politique, on l'a vu il y a quelques jours de cela. En tout cas, donc, ce cadre de dialogue politique qui a repris avec autour de la table donc, majorité et opposition, avec sujet principal notamment les législatives, les municipales plutôt, qui ont été reportées. Reste à définir la date. À la fin donc, de cette première rencontre, certains ont commencé à craindre qu'il y ait désormais donc, voilà, un cadre de consensus. Désormais, ça veut dire que pas vraiment d'opposition, parce que les premiers moments, quand vous avez entendu, vous étiez plutôt contre ces reports. Non, pas du tout. Je n'ai jamais dit que je suis contre les reports. On m'a demandé, est-ce que vous êtes prêts pour aller aux élections au sortir en mai? J'ai répondu par la positive. Nous sommes prêts. Maintenant, il y a un nouveau gouvernement qui arrive, qui n'est pas prêt, qui se fait surprendre par les délais, qui souhaite reporter. Mais nous sommes à moins de 6 mois avant les élections. Le protocole de la CEDEAO relatif aux élections et à la démocratie interdit la modification. Préconise qu'on peut modifier, mais à condition qu'il y ait un consensus, un large consensus de la classe politique. Nous avons vu qu'ils sont allés adopter, le ministre de l'administration territoriale a soumis un projet de loi au conseil de ministres qui a été adopté. Nous sommes interpellés. Nous sommes à quelques mois, vous ne pouvez pas le faire. Il aurait fallu demander à ce qu'on s'asseye autour de la même table et décider. Ça n'a pas été le cas. Nous avons demandé tout simplement de suspendre la procédure et de laisser le cadre de concertation des chefs de file de l'opposition et le parti de la PMP se rencontrer et de décider. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qui a été fait. Et bon, ben,
nous avons donné un modus notre avis. vivendi a été trouvé. Mais pourquoi vous pensez que une opposition doit toujours s'opposer, même quand il peut trouver un consensus? Vous savez, moi, je ne suis pas ce genre de politique, l'ancienne génération, il faut se regarder en chien de faïence, la démarcation physique, il faut se foudroyer. Non. Est-ce qu'en se comportant de cette manière, vous défendez les intérêts de la nation, les intérêts supérieurs des populations? Donc, Edi n'est pas là pour toujours s'opposer. Edi n'est pas là pour ne pas défendre, pour faire de la bagarre. Edi est là pour regarder qu'est-ce qui est dans l'intérêt supérieur de la nation. Maintenant, vous voulez quoi, en définitive? Mais vous ne me posez même pas les bonnes questions. Nous avons 100 jours de Rochman Christian Kaboré. Vous ne m'avez toujours pas posé. On va y venir. Allons-y maintenant. Déjà, vous me dire restons sur le CFOP, parce qu'on a vu cette semaine, monsieur le Président, après, c'est pour me dire que vous deux n'avez pas le temps. partis, Herman Yameogo, Aristide Ouedraogo, qui refusent de s'affilier au CFOP, tout en se réclamant de l'opposition. Ils estiment d'ailleurs qu'autour de la table, ce n'est pas normal qu'il n'y ait que la majorité, le CFOP disons, et puis la majorité. Vous savez, comment vous réagissez à cela? Ça me fait rigoler. Vous savez, je me suis rendu compte que dans la politique, il y a beaucoup d'ignorance. L'ignorance amène certains à avoir une certaine réaction, une certaine attitude. Il faut travailler contre l'ignorance. Je ne veux pas agresser qui que ce soit. Mais les textes sont clairs. Le chef de file de l'opposition est le porte-parole attitré de l'opposition. L'opposition est composite. Les mêmes textes demandent à ce que, après les élections, tous les partis s'identifient comme opposants ou de la majorité. Point. Il n'y a pas d'affiliation au chef de file de l'opposition. Ce texte ne dit pas d'affilié, il est affilié au chef de file de l'opposition. Vous voyez? Donc quand ils vont s'asseoir pour dire « je ne suis pas affilié au chef de file de l'opposition », c'est de l'ignorance. Parce que s'ils avaient bien lu le texte, ils se rendront compte qu'ils n'ont même pas besoin d'écrire qu'ils ne sont pas affiliés au chef de file. Aucun parti n'est affilié au chef de file de l'opposition. Seul le CDP dont le président est chef de file de l'opposition est affilié au chef de file de l'opposition. Les autres viennent dans un cadre de concertation. Écoutez-moi bien, et chaque terme a son sens. Nous avons par intelligence dit, bon, comme nous sommes porte-parole de l'opposition, nous pouvons nous auto-saisir pour donner notre avis aux positions communes, comme nous pouvons être saisis par l'exécutif, le chef de l'État, le ministre de l'administration territoriale, le Premier ministre, sur des questions importantes qui touchent la nation. Mais ici, on demande quand même à chaque parti de se déclarer. Non, oui, mais de se déclarer de l'opposition ou de la majorité. Et dans ce cas précis, ils estiment que ce qui n'est pas normal, c'est que autour de la table du dialogue politique, il n'y ait que les deux camps. Non, attendez, ils veulent se associer. Attendez. Donc, vous allez, voyez, vous avez dit que l'ignorance également peut toucher les journalistes. Mais je m'abstiens, je me retiens de le dire. Mais non, allons d'abord étape par étape. Donc, il n'y a pas d'affiliation, comme on dit, c'est le cadre de concertation. Le chef de file de l'opposition a fait un communiqué pour dire tous ceux qui se sont déclarés de l'opposition, puisque les textes disent que je suis votre porte-parole, venez que nous puissions nous connaître, qu'on ait un cadre. Si nous sommes saisis sur quelques questions que ce soit, nous pourrons nous réunir et puis aller échanger et donner notre position. Voilà l'esprit du cadre de concertation. Ce n'est pas de venir dire je suis affilié à Edi Kombouigou au CDP. Et ceux-là qui le font, si d'abord c'était des partis qui pesaient, mais bon, écoutez, je ne veux pas égratigner quelqu'un, il y en a qui ne brillent qu'à représenter le nombre de leur parti, mais je ne suis pas là pour agresser qui que ce soit, je suis là pour dire la vérité. Il faut que parfois les gens lisent les textes et se disent, non, M. Kombouigou nous a dit de venir, on y va. Si nous y arrivons et que ça ne nous convient pas, on repart. Est-ce qu'on n'est pas obligé de venir dans le cadre de concertation? Mais si moi je dois porter... Est-ce qu'il faut les inviter au cadre de dialogue politique? Mais ça se fait.
Maintenant, le président Roch-Marc Christian Kaboré a été reconduit par le Conseil constitutionnel comme chef de l'État. Écoutez-moi bien. Vous estimez que... Ok, allez-y, je vous laisse de toute façon assumer. Vous rigolez, pourquoi? Vous rigolez. Il avait déjà entrepris, vous pensez quoi? Il avait déjà entrepris un dialogue politique. Il a souhaité que ça se poursuive. Dans le dialogue politique, il y avait l'opposition qui était représentée et la majorité. Il se trouve qu'un parti de l'opposition est allé à la majorité. Le ministre de l'administration territoriale, qui a certainement en bonne intelligence avec le chef de l'État, a souhaité nous demander de trouver des remplaçants pour compléter. Parce qu'à l'époque, il y avait 3 partis qui avaient été choisis de chaque côté, majorité comme opposition, et 2 rapporteurs, majorité comme opposition. Comme l'UPC est parti avec son président à la majorité, il fallait le remplacer. Nous l'avons remplacé par un autre parti qui, sur des bases objectives, qui a un député. Et nous continuons. Maintenant, ce qui a été demandé par la majorité, c'est qu'on puisse élargir. Mais on élargit à combien de personnes? Est-ce que la concertation se fait ouvertement avec tous les partis de la majorité à gauche, tous les partis de l'opposition, tous les partis de l'opposition à droite? Ce n'est pas ce qui avait été fait. À l'époque, lorsque le président Kaboré nous a invités à un dialogue politique, il a demandé à ce qu'il y ait 10 représentants de part et d'autre. Et nous avons choisi au sein du cadre de concertation ces 10 partis. Et la majorité en a fait autant. Lorsque nous avons fini les plénières de débat, nous avons mis un comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues du dialogue politique. Et c'est ce comité où il y avait le Zéphirin Diabré du côté de l'opposition. Mais Zéphirin Diabré est balancé de l'autre côté. Donc il faut le remplacer. Il faut le remplacer. Monsieur le président va avancer 100 jours du président Roch Kaboré, comme vous l'avez dit. Il n'y a pas de censure ici, monsieur le président, rassurez-vous. Alors le président avait pris des engagements, notamment donc sur cette question de la réconciliation nationale, qui est quand même l'une des grandes priorités. Alors 100 jours après, quelle est la lecture que vous en faites? Nous ne voyons pas rien avancer, absolument rien avancer. On a nommé un ministre d'État chargé de la réconciliation, qui vous dit qu'il consulte beaucoup. Je crois qu'on va le recevoir mardi. Il continue de consulter, mais rien n'avance. Nous lui souhaitons toutes les chances. Et là, on va le soutenir pour que la réconciliation. Mais il n'y a pas que la réconciliation dans notre État. Il faut gouverner le pays. Il faut que les mots s'arrêtent. D'abord sur le plan économique. Nous ne voyons aucun investissement structurant ou les signaux d'un investissement structurant. Nous constatons qu'après avoir pris l'engagement de ne pas augmenter le coût de la vie, le mil a augmenté, le maïs a augmenté, le riz a augmenté, l'huile a augmenté, l'essence a augmenté, le gasoil, le gaz, tout augmente. Or, les revenus des populations n'augmentent pas. Voilà le paradoxe. Nous n'avons aucun investissement structurel qui dit voilà comment on peut décoller le Burkina Faso. Est-ce que économiquement, parce qu'il y a un contexte aussi international qui est là. Quel contexte? Vous commencez à dire nous avons un projet de lancer Donsin. On lui a dit, on lui a montré, vous savez, je lui ai donné un document. Il a fait son programme en 10 points. Moi, je lui ai donné 21 points. Il m'a dit, Koboigo, vous-même vous dites que ce n'est pas le nombre qui fait la qualité. Ça m'a fait rigoler le jour où je l'ai rencontré. Mais oui, mais je lui dis, il y a quand même des projets porteurs qui peuvent relancer notre économie. Je lui ai demandé de payer la dette intérieure. Je suis en train de regarder. Est-ce que la dette intérieure est payée? Attends. Je lui ai demandé, je vais lui indiquer d'autres dossiers encore qui peuvent propulser notre économie. L'aéroport de Donsin. Est-ce que c'est pas... Vous risquez d'aller à la majorité finalement? Non. Pourquoi?
Ben, Mais écoutez, mais ce n'est pas parce que je lui donne des idées qu'il a les moyens de le faire. Je lui donne des idées, je dis que je vais contribuer. Là, c'est ça l'opposition. Mais si vous ne contribuez pas des idées et que lui n'arrive pas à le faire en 2025, bon, ben, d'ailleurs, il n'est pas candidat, il sera partant et puis bon, nous allons venir prendre les choses et nous allons faire. Mais laissez-moi dire, l'aéroport de dossier n'est pas lancé. Aujourd'hui, les dossiers dorment. Il faut passer les marchés. Il faut ouvrir le dossier. Je me rappelle encore que c'est Alain Yoda en 2002 qui nous disait que ce programme de l'aéroport d'Ossé, en 2018, on aurait terminé, c'est en 4 phases, la 4e phase. Aujourd'hui, la première phase n'est même pas terminée. Et on dit qu'on gouverne. Sur quoi on veut propulser l'économie? Deuxièmement, il y a le transport. Ça, c'est après le transport aérien, il y a le transport ferroviaire. Aujourd'hui, nos rails sont toujours à 90 cm. Abidjan-Ouaga. C'était régi Abidjan-Niger. Les rails n'ont jamais quitté Ouagadougou, n'ont jamais quitté le Burkina, ne sont pas arrivés à Niamey. Comment voulez-vous que l'on développe le transport? Avec ce transport... Il y a les rails avec le Ghana quand même qui avance. Oui, mais le rail avec le Ghana, ça avance où? Ça avance. Dernièrement, il y a le ministre ghanéen qui était là. Oui, voilà, c'est lui qui va le financer. Non, mais je pense que quand nous même... Nous voulons qu'on nous présente des investisseurs qui disent nous en faisons notre projet. Ce n'est pas de venir justifier des perdièmes à Ouagadougou, puis le ministre du Transport a reçu son collègue du Ghana, et puis non, il y a un dossier qui est déjà là. Il faut formaliser les rails Abidjan-Niamey. Vous savez pourquoi? Parce que Abidjan-Niamey passe par Ouagadougou, Kaya, et ça va où? Jusqu'à Niamey en passant par Tambao, où nous avons un jugement que l'on peut exploiter pendant un siècle, rapportant $1 milliard en recettes directes à l'État burkinabé. Les rails sont de 90 cm. On comprend que vous n'êtes pas satisfait après les 100 jours du second mandat. Laissez-moi terminer. Monsieur le Président, il faut qu'on avance, sinon il y a d'autres... Oui, mais vous avez peur de quoi? Mais vous pouvez me réinviter, je vais venir. Donc, les 90 cm ne permettent pas de faire un flux important. Parce que les trains vont à petite vitesse. Si on avait les rails, l'écart à 1,43,5, qui est la norme internationale, nous aurons des grands trains de grande vitesse. Et en même temps, on lancera le projet Tambao. Projet Tambao, comme je vous dis, qui rapporte autant de ressources. Regardez tous ces jeunes qui n'ont pas d'emploi, qui attendent. C'est comme si on n'avait pas un potentiel. Il n'y a absolument rien et je ne vois pas ce que ce gouvernement fait pour relancer. Je n'ai pas fini. Sur la réconciliation, quand même, vous êtes très dur. Vous dites que rien n'a été fait jusqu'à présent, pendant les 100 jours. Mais attendez, il n'y a pas que la réconciliation. Il y a que les gens doivent vivre une meilleure vie, ils doivent avoir des revenus. Vous êtes assis, et une petite panne de votre voiture, vous ne pouvez même pas réparer parce que vous payez mal à la fonction publique. Regardez-moi dans les yeux, dites-moi si c'est vrai ou c'est pas vrai. C'est vrai, parce que vous voulez qu'on améliore vos ressources. Nous avons un pays qui s'en fout plus mal des fonctionnaires, qui les pousse jusqu'à la démission. Les premiers... des premiers responsables des travailleurs, des syndicalistes qui démissionnent. Et on dit, bon, ben, c'est bien fait pour lui. Non, mais ça, c'est pas parce qu'il n'était pas satisfait de son salaire. Vous êtes en train de dire les 100 jours de rock. Je suis en train de faire une critique que je n'ai pas vue. Vous m'interrompez pour revenir sur ce que vous voulez que l'on parle. Mais j'ai dit, on a nommé un ministre d'État chargé de la réconciliation. Il est en train de voir, de toucher. Mais il avait dit 6 mois. Nous sommes déjà au 4e mois. On laisse passer 100 jours, il n'y a rien de fait, de concret. Il faut le dire. Et ensuite, il y a, ça c'est sur le plan économique. Et je lui donne mais sur le plan sécuritaire également. Même si on ne l'annonce pas, il ne se passe pas un seul jour sans qu'on entende tirer, sans qu'on nous dise qu'il y a des Burkinabés qui sont morts. On n'a aucune visibilité de la politique sécuritaire. Nous savons seulement que nous avons doté davantage de budget au ministère de la Défense, au ministère de la Sécurité. Mais on a quand même les forces de défense et de sécurité qui... Oui, mais nous ne voyons pas reculer. L'hydre ne recule pas. Il aurait fallu nous montrer qu'il y a un recul.
Il n'y a aucun recul. Vous pensez que ça peut se faire en 100 jours? Mais écoutez, quand on demande quelque chose, on dit, c'est pire, on dit que les Tchadiens arrivent, 1200 soldats. Où est-ce qu'ils vont siéger? Ils viennent au Burkina, ils viennent au Niger, ils viennent au Mali, je ne sais pas. C'est dans le cadre, ça c'est dans le cadre du G5 Sahel. Mais nous sommes dedans. Ils sont dans la zone des 3 frontières. Oui, mais nous sommes dedans. Mais qu'est-ce que ça veut dire que nos soldats ne sont plus capables? C'est un recul. Pour que des soldats tchadiens viennent, nous sommes d'accord qu'il faut mutualiser. C'est une mutualisation, monsieur le Président. C'est pas comme si ils étaient venus se positionner au Burkina et remplacer les militaires burkinabés. Personne ne vous a parlé de mutualisation. Est-ce que vous avez entendu le président Roch-Marc Christian Kaboré ou le ministre de la Défense ou le Premier ministre s'exprimer sur l'arrivée des Tchadiens? Il faut être clair. Qui commande ces Tchadiens? Nous avons déjà entendu les bévues qu'ils sont en train de faire au Niger. Et on va laisser, et on va saccager des situations comme Kaban. Vous n'avez pas confiance au bataillon tchadien? J'ai dit simplement qu'il faut que ça soit clair et qu'on nous dise il faut quel commandement, qui commande. Parce que quand il y a une mutualisation des forces, il faut qu'il y ait un professionnel qui commande et que les autres suivent. Mais si on laisse les gens comme ça, eh bien on va faire plus de mal. Mais il y a un commandement quand même des forces du G5 Sahel. Mais dis-moi, mais est-ce qu'on vous a dit que c'est ce commandement du G5 Sahel qui commande les Tchadiens qui arrivent en 1200? Mais absolument. Ah bon? Ils font partie bien sûr du G5 Sahel. Vous avez un accord écrit? Vous avez quelque chose? Jusqu'à présent, vous avez un écrit? Est-ce qu'on en a parlé au niveau de l'Assemblée nationale? Il s'agit de notre territoire. Mais ils ne sont pas aussi le territoire burkinabé, à ce que je sache. Mais ils viennent pourquoi? Pour les 3 frontières. Les 3 frontières, c'est quoi? Le Burkina n'est pas concerné. Ils ne peuvent pas rentrer au Burkina. Comment pouvez-vous sécuriser une frontière sans y être? Mais, vous voyez, ce sont des débats qui auraient pu être menés au niveau de l'Assemblée pour accepter et être clair. Donc, point de vue sécuritaire, rien n'est fait. Sans oublier qu'aujourd'hui, ce n'est plus 1 million de déplacés, c'est 1 500 000 déplacés. Aucune école ne s'est ouverte. Nous avons aujourd'hui, avant, on avait 350 000 enfants dehors. On a plus de 500 000 enfants sans école. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous voulez qu'on fasse ce sont les chiffres du président du CFOP. Monsieur le Président, Covid-19, on va avancer rapidement parce qu'on est pris. Covid-19 aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec Covid-19? Aujourd'hui, il y a la question du vaccin. Beaucoup commencent à douter parce qu'il y a l'initiative COVAX quand même qui dotait les pays africains de vaccins de fabrication de AstraZeneca. Aujourd'hui, il y a un doute autour de ce vaccin-là. Est-ce que vous partagez ces doutes parce qu'on estime que ce vaccin-là serait à l'origine d'effets secondaires assez... Vous savez, moi je suis au-delà de cela. Il faut qu'on tire une leçon de ce qui nous arrive. Ce qui arrive au monde n'est pas inconnu. Vous verrez encore un document de la CIA. Ils nous avaient déjà planifié qu'une pandémie serait là. Ce que nous devons faire en tant que pays africain, qu'est-ce que nous apportons en cas de crise sur le plan sanitaire? Comment nous voyons cela? Comment nos services sanitaires seront organisés, planifiés, de sorte à être crédibles aux yeux de l'OMS? Tout ce que nous avons apporté comme remède a été rejeté par l'OMS. Pourquoi? Parce que nous n'avons aucune procédure pour faire accepter nos remèdes. Mais en attendant, aujourd'hui, AstraZeneca, est-ce qu'aujourd'hui... AstraZeneca ne m'intéresse pas. Je dis, si on a le vaccin, vous n'allez pas vous faire vacciner? Moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'il y ait des vaccins contre le palu. Le président du CFOP va-t-il se faire vacciner si on reçoit... C'est ce qui fait plus de morts. Si on reçoit les doses... Et moi, je vous ai dit que je défendrai les intérêts supérieurs de ce pays, les intérêts supérieurs des populations. Ce qui intéresse le Burkina, ce n'est pas un vaccin contre le Covid, c'est un vaccin contre le palu. 60 ans d'indépendance, nous n'avons aucune solution. Nous avons tenté même qu'on a lâché ici des moustiques, des mâles ou femelles. Ici, le moustique vous pique, c'est comme un insecte. Je comprends que le président ne va pas réagir sur AstraZeneca. Le président vous dit que son souci, ce n'est pas un vaccin
contre Covid, mais c'est un vaccin contre le palu. C'est la priorité du Burkinabé si je devais classer les choses. Maintenant, si on nous amène un vaccin, il faut d'abord un laboratoire qui puisse accepter de dire que c'est bon ou ce n'est pas bon. De quel des laboratoires au Burkina Faso peut attester l'efficacité d'un vaccin? Vous demandez on a quand même des chercheurs aujourd'hui. Au ministre de la Santé, Bac plus beaucoup, il va vous dire on est perdu. Vous avez vu le reportage à Yalagado où tout le monde est dans les couloirs. On est à ce niveau-là, à un bas niveau. Vous me parlez de AstraZeneca. C'est le président de la Côte d'Ivoire, rapidement pour finir. Vous l'avez évoqué tantôt, libération de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé au niveau de la CPI. Aujourd'hui, ils sont entièrement libres de leur mouvement. Et le président Alassane qui estime que s'ils veulent revenir en Côte d'Ivoire, eh bien, les portes leur sont ouvertes avec un certain nombre d'avantages reconnus à Laurent Gbagbo, notamment en tant qu'ancien chef d'État. Alors, quelle est la lecture que vous faites de tout cela? Non, mais c'est comme je vous ai dit tantôt, la justice, quand on veut se la rendre, parfois, la conscience collective condamne. Parce qu'on se dit, voici notre coupable tout fait. Et c'est une leçon pour nous. 10 ans de privation de liberté. 10 ans après, ils sont blanchis. C'est un échec de la justice internationale? Non, c'est de la justice internationale. Nous disons que nous devons tirer une leçon. Et que demain, je ne cherche pas à vous amener là-bas, à la justice internationale, alors que nous avons nos juridictions locales. J'aurais pu également constater. Imaginez si on m'avait envoyé de l'autre côté pour avoir... À la CPI. À la CPI pour avoir financé. J'aurais fait 10 ans avant qu'on ne me blanchisse. On foute ma vie en l'air. Mais ce qui est bien, c'est que c'est la déclaration du président Alassane Ouattara qu'il faut prendre avec ses justes valeurs, le féliciter, l'admirer même pour le courage. Il faudrait apprendre à recevoir les autres et à faire la paix. Ce qui est important, c'est qu'il y ait la paix dans notre zone, il y ait la paix en Côte d'Ivoire pour susciter les investissements et le développement du pays et dans l'intérêt supérieur des Ivoiriens. Monsieur le Président, ça va être le mot de la fin. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission Sur la Brèche. Madame, Monsieur, on rappelle l'invité ce soir, c'est Monsieur Edi Komboyogo, président du Congrès pour la démocratie et le progrès, mais aussi chef de file de l'opposition. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous le dimanche prochain pour un autre numéro de votre émission. Merci.